Nous devons résumer cette guerre Israël-Iran. Ici, Mint Press News rapporte que les missiles iraniens ont détruit 11 000 maisons israéliennes et en ont endommagé 30 000. Publié par l'Autorité nationale d'urgence d'Israël, ces statistiques estiment le coût pour les infrastructures résidentielles israéliennes à 1,2 milliard de dollars américains, rien que pour le logement. Et cela est actuellement considéré comme une estimation très précoce. Le président américain Donald Trump, lors du sommet de l'OTAN, voici ce qu'il a déclaré, assis aux côtés de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Écoutez, ils ont un pays, ils ont du pétrole, ce sont des gens très intelligents, et ils peuvent revenir. Israël a été très durement touché, surtout ces derniers jours. Israël a vraiment été frappé de plein fouet. Ces missiles balistiques, ils ont détruit de nombreux bâtiments. Le nombre de victimes là-bas dépasse les 600. Certains avancent même qu'il y aurait plus de 1000 Iraniens tués, principalement des civils, et plus de 5000 blessés. Israël a subi d'importants dégâts. Beaucoup disent que les 28 morts annoncés sont sous-estimés, car Israël sous-estime toujours tout, et il y aurait plus de 3000 blessés. Parler de l'impact de ce conflit, sachant que ce que nous voyons, c'est un repli temporaire de la part des États-Unis. Je ne suis pas si sûr qu'il s'agisse d'un repli. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une question de stratégie. Une stratégie que les États-Unis emploient pour démanteler une nation qui, depuis longtemps, est destinée à un changement de régime dans la région. Cela n'a rien à voir avec les armes nucléaires. Enfin, d'une certaine manière, si, car la quête de l'Iran pour la technologie nucléaire sert de limite à l'impunité dont jouissent les États-Unis dans toute la région. Donc, d'une certaine façon, cela pourrait l'être. Mais ce n'est pas seulement la technologie nucléaire qui motive la politique étrangère américaine. Il s'agit vraiment de changement de régime, et la technologie nucléaire en est un obstacle. C'est pourquoi ils voudraient l'éliminer. C'est aussi pourquoi ils ont parlé des missiles balistiques lors des négociations. J'ai souligné pendant des années et des années, j'ai littéralement passé des années de ma vie à avertir de ce conflit à venir et de la manière dont les États-Unis utiliseraient les négociations comme couverture pour lancer une attaque contre l'Iran via Israël, pour ensuite s'impliquer eux-mêmes dans le conflit. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mot pour mot, comme dans le rapport Which Path to Persia de la Brookings Institution de 2009. Il suffit de taper Which Path to Persia PDF dans votre moteur de recherche préféré et il apparaîtra. Vous pourrez le lire. C'est public. Ce sont toutes des informations publiques. Maintenant, Danny, tu parles du coût pour Israël. En réalité, c'est sans importance, car les États-Unis continueront de soutenir Israël. Pour ceux qui pensaient auparavant qu'Israël était le maître et que les États-Unis étaient la marionnette, je pense que c'est la preuve définitive que c'est exactement l'inverse. Les États-Unis utilisent Israël et mènent une guerre par l'intermédiaire d'Israël, tout comme ils utilisent l'Ukraine et mènent une guerre par l'intermédiaire de l'Ukraine. Dans le cas de l'Ukraine, les États-Unis combattent la Russie. Dans le cas d'Israël, les États-Unis combattent l'Iran. Cela a toujours été prévu de longue date. Il y avait tout un chapitre dans l'article de 2009 intitulé « Laissez faire Bibi ». Et c'est exactement ce que les États-Unis viennent de faire. Je dirais cependant que le coût le plus important pour les États-Unis concerne la défense aérienne et peut-être, dans une moindre mesure, les armes de précision à longue portée. Ce sont des munitions fabriquées en quantité relativement limitée. Ils ne peuvent pas en produire plus vite qu'ils ne sont consommés. Les États-Unis font face à une pénurie de systèmes de défense aérienne depuis leur guerre par procuration au Yémen, menée via l'Arabie saoudite. Avant même le début de l'opération militaire spéciale en 2022, il y avait déjà une pénurie aiguë de missiles Patriot.
Et maintenant, à cause de la guerre menée par les États-Unis contre la Russie via l'Ukraine, la situation est devenue encore plus critique. Nous venons d'assister à l'utilisation par les États-Unis, Israël et d'autres pays de la région des systèmes de défense aérienne américains, consommant. Il a dû s'agir de centaines et centaines de ces intercepteurs qui mettront des années et des années à être remplacés. Et pourquoi est-ce important? C'est important parce que les États-Unis ne se concentrent pas uniquement sur l'Iran au Moyen-Orient. Encore une fois, c'est un autre indicateur que cela ne concerne pas les États-Unis servant les intérêts israéliens. Il s'agit d'éliminer l'Iran afin d'isoler, d'encercler et de contenir davantage la Russie et la Chine. C'est de cela qu'il s'agit. Cela a toujours été le cas. Chaque document de politique publié présente cela comme un pilier central de la politique étrangère américaine et de ses objectifs. Donc, si vous manquez de ces munitions dans votre guerre par procuration contre la Russie et aussi contre l'Iran, et que votre objectif ultime est la Chine possède l'arsenal de missiles le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Comment allez-vous gérer cela? Comment allez-vous vous retrouver en position d'avantage dans un quelconque conflit direct avec la Chine, au moins? Le point sur la défense aérienne est vraiment pertinent, car beaucoup de gens se sont concentrés sur le problème de l'Iran avec les systèmes de défense aérienne, ce qui est un problème bien réel. Mais l'Iran est sous sanction et doit naviguer dans un environnement régional très difficile. Et il a dû, en grande partie, tout construire localement. Bien sûr, il a aussi fait le choix de le faire. Certains ont critiqué l'Iran de ne pas s'être rapproché de la Russie ou de ne pas avoir demandé l'aide de la Russie dans ce domaine. Mais cela ignore le fait qu'au sommet de l'OTAN, Donald Trump a dit à propos de fournir plus d'aide à l'Ukraine. Oh oui, peut-être qu'on leur donnera plus de systèmes Patriot, mais nous en avons aussi besoin. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent exactement comme tu l'as dit, dans ces termes. Et je dirais, Brian, que d'un côté, l'Iran a réussi à survivre et a montré qu'il pouvait frapper Israël, qu'il pouvait même frapper. Beaucoup de gens ont vraiment minimisé leur geste symbolique envers le Qatar. Mais je sais que tu as une analyse avec laquelle j'ai tendance à être d'accord, à savoir qu'ils ont montré qu'ils en étaient capables, qu'ils pouvaient le faire. Il ne s'agissait pas de la quantité de dégâts qu'ils pouvaient causer, mais du fait qu'ils en étaient capables. Et donc, maintenant, je pense que les États-Unis ont vu qu'Israël allait manquer de ses défenses aériennes. Et c'est pour cela qu'il a fallu arrêter. Donc, d'un côté, oui, le peuple iranien a beaucoup à célébrer parce que c'est une victoire. Mais cela montre aussi que les États-Unis ont d'autres priorités, qui ne peuvent pas simplement être atteintes par un processus accéléré de conflit avec l'Iran. Qu'en penses-tu? Eh bien, comme nous l'avons toujours dit, l'objectif principal de l'Iran était la survie. Donc si le gouvernement et l'État-nation iranien existent toujours, ils ont survécu. Et c'est une victoire pour l'Iran, car au fond, il s'agit de renverser le gouvernement iranien et de créer un État failli là où il existe actuellement. Donc c'est une victoire pour l'Iran. Mais ils ont subi un coup dévastateur. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Les frappes américaines contre l'Iran via Israël, puis ses propres frappes directes sur l'Iran, ont causé de réels dégâts. De nombreux hauts responsables, commandants militaires et scientifiques, cela a révélé une grave faille dans la sécurité iranienne. Je n'ai aucune idée de pourquoi des commandants militaires et des scientifiques travaillant sur des programmes cruciaux pour l'État iranien. Pourquoi ces personnes vivaient dans des habitations civiles et non sur une base protégée par un large périmètre de sécurité? Ils utilisaient des missiles anti-chars guidés pour tuer ces personnes chez elles. Ils tiraient simplement le missile à travers le mur de ces immeubles en béton et transformaient tout l'appartement en boule de feu, tuant ces personnes. Cela n'aurait jamais dû être possible.
Cela n'aurait jamais dû arriver. Avant l'émission, nous parlions des télécommunications en Iran, du fait que l'on voit parfois des Iraniens avec des téléphones portables occidentaux. Pourquoi? Ce sont des dispositifs de suivi. Nous le savons depuis toute la guerre contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme que les États-Unis ont menée à travers la planète. C'est ainsi qu'ils trouvaient et tuaient principalement des personnes, simplement en traçant leur téléphone, car ils disposent de ce réseau mondial de surveillance qui leur permet de le faire. Et c'est pour cette raison que des nations comme la Russie et la Chine créent leur propre infrastructure télécom indépendante. J'écoutais récemment une interview de Kaji No, une interview très impressionnante avec Jamar Thomas, et il parlait de souveraineté numérique, de cette nécessité de traiter l'espace informationnel comme un domaine de sécurité nationale. Ce sont donc là des manquements totaux. Ce sont des choses dont il faut s'occuper pour que l'Iran puisse avancer vers l'avenir. Ce n'est pas fini. Ce n'est vraiment pas fini. Nous nous souvenons que les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak dans les années 1990. Et après que cette mission a été considérée comme un succès, les États-Unis ont périodiquement bombardé l'Irak, l'ont attaqué et ont poursuivi un changement de régime en Irak en utilisant des groupes terroristes, des militants et des groupes ethniques minoritaires. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait et continueront de faire en ce qui concerne l'Iran. Il s'agit donc d'une guerre constante, ponctuée de brèves périodes d'hostilité ouvertes. Une autre chose, il y a tellement de sujets à aborder. Une autre chose vraiment importante à garder à l'esprit, c'est que jusqu'à présent, il existait une sorte de limite politique pour Israël et pour les États-Unis concernant une frappe directe contre l'Iran, même s'il y a eu des échanges l'année dernière. Cette limite a maintenant été levée. Désormais, les États-Unis et ou Israël peuvent frapper l'Iran à tout moment pour n'importe quelle raison, puisque cette limite n'existe plus. Dans l'esprit des Américains, cela est désormais acceptable. C'est donc ce qui va se produire à l'avenir, en avançant. L'Iran doit accepter cette réalité et s'y adapter. Ils ont résisté et tenu bon pendant des décennies face à la pression américaine dans la région, le long de leurs frontières, à l'intérieur de leurs frontières, et ils doivent simplement continuer. Leur existence en dépend. Je veux ton avis là-dessus, parce que maintenant les services de renseignement américains affirment, par le biais d'une fuite contrôlée à CNN, et Fox News l'a également confirmé, que malgré Donald Trump, J.D. Vance et d'autres qui essayent de dire « Eh bien, nous avons détruit le site », non, peut-être que nous les avons retardés, mais ce que nous avons fait à l'Iran est vraiment, vraiment grave. Mais les renseignements américains disent en réalité que les sites n'ont pas été détruits lors de cette frappe, et qu'au mieux, l'Iran ne sera retardé que de quelques mois, tant qu'il n'y a pas d'hostilité militaire ouverte. Ils seront probablement en mesure de reconstruire ce programme. Alors Brian, je me demande ce que tu en penses, parce que d'un côté, c'est une grosse erreur. D'un autre côté, cela pourrait être perçu comme une justification pour utiliser cette excuse, ce prétexte, encore et encore. C'est pour cela que j'envisage les deux aspects. Cela pourrait très bien être vrai. Il est fort probable qu'il n'ait pas réussi à atteindre Fordo. De nombreux experts ont affirmé que c'est probablement le cas. Mais cela ouvre aussi la porte à de futurs conflits et à la guerre. Je ne pense pas que quiconque devrait supposer que les frappes ont été un échec. Je veux dire, pas tant que vous n'avez pas de preuves définitives du contraire. Je ne les écarterai pas d'un revers de main. Vous savez, la seule chose dans laquelle les États-Unis excellent vraiment, c'est la mort et la destruction. Donc je ne sous-estimerai pas leur capacité à détruire ces installations. Il faut simplement penser à l'Iran, à la façon dont ils regardent le reste du monde.
et à la nécessité d'avoir des installations inconnues des États-Unis, des plans de secours, de la redondance dans leur programme nucléaire précisément pour cela. C'était évidemment inévitable. C'était évident depuis des années et des années. Ils ont eu une décennie, 2 décennies pour s'y préparer. Donc, j'espère que cela entre en ligne de compte. Danny, plus tôt tu as mentionné le gouvernement civil de l'Iran, et beaucoup de gens critiquent le gouvernement civil iranien pour avoir négocié, discuté, et certains l'interprètent même comme s'être montré amical envers l'Occident. Ce sont des réactions émotionnelles du grand public et des commentateurs de salon. Chaque nation doit pratiquer la diplomatie. Il faut négocier, surtout si l'on est une victime, si l'on est une nation ciblée par l'agression des États-Unis. Il faut démontrer au monde entier, pour contrer la propagande américaine qui prétend le contraire, que l'on ne veut pas la guerre, que c'est une guerre qui nous est imposée. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement civil iranien. C'est ce qu'ils ont accompli à travers leurs négociations. Ils ont démontré, sans aucun doute dans l'esprit de tous, peut-être même un peu trop, qu'ils n'avaient absolument aucune envie de faire la guerre. Et cela a d'ailleurs été mentionné dans l'étude de la Brookings Institution de 2009. La crainte que les Iraniens ne se laissent pas entraîner dans la guerre que les États-Unis voulaient provoquer. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Iran. Ils ont refusé d'être provoqués et poussés à commettre ce qui serait perçu par le monde comme un acte d'agression de leur part. Ils ont clairement fait comprendre qu'il s'agissait des États-Unis et d'Israël qui les attaquaient, et qu'ils ne faisaient que répondre. Et le simple fait que certains soient frustrés par la manière dont ils ont réagi, tu parlais de la frappe sur la base aérienne américaine au Qatar, tout cela fait partie d'une escalade calculée de leur part pour maintenir, dans l'esprit des gens à travers le monde, la réalité que c'est une guerre menée contre eux, qu'ils n'ont pas souhaité et qui leur est imposée contre leur volonté. Et nous parlons de lever les limites politiques concernant des frappes contre l'Iran. Eh bien, l'Iran a désormais levé les limites politiques concernant des frappes contre des installations américaines dans les pays qui les accueillent. Donc maintenant, cela fonctionne dans les deux sens. Et c'est ce qu'ils ont accompli. Maintenant, vous parliez, eh bien, nous avons parlé du programme nucléaire, nous ne savons pas ce qu'il en reste. Encore une fois, Kijino en parlait récemment, et de nombreux autres analystes se demandent, quelle direction l'Iran va-t-il prendre maintenant? Vont-ils suivre le modèle libyen, ce que les États-Unis ont en fait demandé, c'est-à-dire abandonner leur programme nucléaire, démanteler leur programme de missiles balistiques pour que nous puissions finir de démanteler leur nation et créer un État failli là où il en existait un? Ou vont-ils suivre la voie de la Corée du Nord, le modèle nord-coréen? Et quelque chose que Kajino a souligné, que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas, c'est que la Corée du Nord dispose d'une dissuasion militaire conventionnelle significative. Je me souviens, lorsque j'étais dans les marines américains, des discussions sur la capacité d'artillerie de la Corée du Nord à elle seule. Des centaines de milliers d'obus chaque heure, pendant des jours et des jours. C'était ce dont ils étaient capables. Et puis, leur arsenal conventionnel de missiles et de roquettes était aussi un facteur. C'est cela qui a tenu les États-Unis à distance pendant des années et des années. J'en parle parce que je me souviens qu'en 2009, j'ai couvert un rapport de la Brookings Institution concernant l'Iran, et il y en avait un autre du Council on Foreign Relations qui évoquait le renversement du gouvernement nord-coréen à la mort du père de l'actuel dirigeant. Et ils ont vu cela comme une fenêtre d'opportunité pour instaurer un changement de régime. Et bien sûr, nous savons qu'ils ont fini par développer ces armes nucléaires. Ils effectuent ces essais de missiles précisément pour montrer aux États-Unis qu'ils sont capables non seulement de posséder une arme nucléaire,
une arme nucléaire fonctionnelle, mais aussi de la livrer. Et c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps à l'Iran pour l'établir. Ils doivent se concentrer sur de nombreux aspects différents de la dissuasion pour survivre. Il ne s'agit pas seulement de posséder une arme nucléaire et de la tester dans le désert. Si vous n'avez aucun moyen de la livrer, vous resterez vulnérable à une attaque. Cela risque probablement d'accélérer et de précipiter le calendrier. Une dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que nous parlions du fait que les États-Unis voulaient une victoire rapide. Ils voulaient déstabiliser et renverser rapidement et à moindre coût le gouvernement iranien. Ils devaient le faire efficacement, car, comme tu le disais, et comme je l'ai dit moi-même, s'ils s'enlisaient dans un conflit de longue durée, ils épuiseraient ces armes qu'ils ne peuvent pas remplacer. Le président Trump a parlé du fait que nous avons besoin des Patriots. Au final, ils en ont besoin pour leur guerre contre la Chine, qui arrive. Cela va absolument arriver. S'ils les utilisent tous dans un conflit prolongé avec l'Iran, alors ils auront échoué. J'ai donc parlé de la division du travail. Je pense que nous allons aborder le fait que tous ces pays européens se sont engagés à consacrer 5% de leur PIB aux dépenses militaires, comme cela avait été prévu dans le projet 2025, des années avant même que le président Trump ne se présente à la présidence. Cela a toujours été le plan. Et d'ailleurs, selon le secrétaire à la Défense Pete Hegseth en février dernier, il a dit à l'Europe, « Vous allez consacrer 5% de votre PIB à la défense, et nous allons vous confier cette guerre par procuration, et vous allez la poursuivre pendant que nous nous tournons vers la Chine, et nous allons nous arrêter en chemin en Iran. » Ce sont donc tous des éléments à garder à l'esprit. Tout est interconnecté. Les personnes qui s'obsèdent de façon myope sur Israël et ce conflit contre l'Iran passent à côté d'une vision bien plus large dans laquelle tout cela s'inscrit. Et si vous ne pouvez pas voir cette vision d'ensemble, vous ne comprendrez pas les décisions prises concernant le conflit au Moyen-Orient en particulier. Je comprends Gaza. Ce qu'Israël a fait avec les États-Unis, c'est bien sûr un soutien total, voire une facilitation, dans toute la région, rien que ces 2 dernières années, un peu moins de 2 ans. C'est horrible. Et beaucoup de gens voulaient qu'Iran aille jusqu'au bout, parce que beaucoup ont vu ce que faisait l'Iran et se sont dit, eh bien, peut-être qu'ils ont de quoi infliger suffisamment de dégâts à Israël pour qu'il ne soit plus en mesure de faire ces choses, ou pour pouvoir exiger qu'Israël arrête. Cela occulte le fait que les États-Unis, cependant, pourraient très bien, tu l'as dit Brian, les États-Unis sont un peu dépassés. Les États-Unis n'ont pas les capacités de combattre tout le monde en même temps. Elle a des difficultés avec la Russie. Elle n'a même pas vraiment réussi à commencer avec la Chine, du moins sur le plan cinétique. Elle essaie de se préparer à ce stade. Et bien sûr, elle a ouvert la boîte de Pandore avec l'Iran lors de cette dernière soi-disant guerre de 12 jours. Maintenant, si l'Iran monte l'escalade au point que la sécurité d'Israël est menacée, croyons-nous vraiment que les États-Unis ne vont rien faire, qu'ils vont rester les bras croisés et laisser faire? Non. Ils entreront en guerre totale avec les États-Unis, car Israël a une valeur inestimable à leurs yeux, à tel point que même lors de ces soi-disant conflits, on rapporte que Donald Trump a réprimandé Benjamin Netanyahou pour avoir rompu le cessez-le-feu dans les premières heures avec l'Iran. Mais ensuite, vous avez Trump qui dit qu'il va en fait sauver Netanyahou de ses propres problèmes judiciaires, qu'il devrait être gracié. Cela vient littéralement de sortir, Brian. Et c'est ça le jeu, non? Une partie de ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'Iran ne veut pas s'engager dans une guerre totale avec les États-Unis. Il pourrait réussir à porter quelques coups. Les États-Unis pourraient très bien faire sombrer l'économie mondiale et avoir du mal avec l'Iran. Mais l'Iran ne veut pas affronter une guerre totale. Donc, à mon avis,
C'est pour cela qu'il a manœuvré comme il l'a fait et qu'il a été en grande partie couronné de succès. Pour moi, les critiques ne tiennent pas compte de cela. Eh bien, je dirais que si les États-Unis doivent choisir entre continuer à poursuivre la primauté mondiale ou sauver Israël, ils laisseront Israël être anéanti. C'est exactement comme l'Ukraine. Ils utiliseront l'Ukraine tant qu'elle leur sera utile, puis, lorsqu'elle ne le sera plus, elle deviendra sacrifiable. Et c'est la même histoire pour chaque proxy que les États-Unis utilisent à travers le monde. Oui, Israël a été l'un des proxys les plus efficaces, les plus précieux. C'est un proxy de longue date des États-Unis, un proxy depuis sa création de toutes pièces au Moyen-Orient, entre les vestiges de l'Empire britannique et l'Empire américain naissant. Mais au bout du compte, il s'agit de primauté mondiale, et les proxys sont faits pour être utilisés. C'est pourquoi c'est Israël, et non les États-Unis, qui interceptaient des missiles balistiques, à midi, la nuit, le matin, chaque jour pendant toute la durée de ce conflit. Je pense que l'Iran comprend qu'il s'agit d'un conflit de longue haleine. Il doit préserver ses capacités. Beaucoup de gens surestiment ce que des pays comme l'Iran, la Russie et la Chine sont réellement capables de faire. Ils imaginent toujours qu'ils sont capables de réaliser ces actions, et que s'ils ne le font pas, c'est uniquement pour des raisons politiques. S'ils avaient la capacité de neutraliser complètement Israël, ils l'auraient fait. Les gens ne comprennent pas cela. La Russie tire des milliers et des milliers de missiles sur l'Ukraine depuis 3 ans, et le pays est toujours là parce que les États-Unis le soutiennent. Et les États-Unis soutiendront Israël. Vous pouvez tirer des centaines et des centaines de missiles sur Israël. Vous pouvez ravager leur ville, mais ils vont simplement continuer à reconstruire. Ils n'ont aucune contrainte interne parce qu'ils sont soutenus de l'extérieur par les États-Unis, ce qui est encore un autre petit indice qu'ils ne prennent pas eux-mêmes les décisions. Ils dépendent à 100% des États-Unis. Si les États-Unis coupaient le soutien à l'Ukraine ou à Israël, ils disparaîtraient presque du jour au lendemain. Il est donc important que les gens gardent cela à l'esprit. Peu importe ce que vous ressentez émotionnellement ou ce que vous pensez qu'il se passe. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe réellement et pourquoi. C'est la seule chose qui importe vraiment. Se bercer d'illusions ne fera que vous laisser confus et frustrés face à l'issue de ces événements. Au moment où Israël ne sera plus utile, les États-Unis l'abandonneront. Malgré le lobby et tout cela, à l'heure actuelle, en ce moment de l'histoire, Israël a une valeur incroyable parce que les États-Unis ont un peu de mal à maintenir leur influence dans la région sans lui. En réalité, sans Israël à ce stade, les États-Unis n'auraient probablement plus beaucoup d'influence, car ils ont déjà montré, à travers l'Afghanistan, l'Irak, etc., qu'à chaque fois qu'ils s'engagent dans un conflit, ils ne peuvent en fait pauvrement rester. Ils peuvent occuper une partie de la Syrie. Ils peuvent mener des campagnes de bombardement. Mais au final, il n'est pas capable d'exercer l'influence qu'il souhaite sans cet état d'occupation présent dans la région, doté de toutes les armes et du soutien militaire des États-Unis, prêt à atteindre ses propres objectifs uniquement avec la permission des États-Unis. Et c'est, selon moi, ce que nous allons continuer à observer pendant un certain temps. Je veux dire, même Donald Trump essaye maintenant de sauver Netanyahou. Beaucoup de gens diraient, vous venez d'entendre Steve Bannon dire « Oh non, c'est la guerre d'Israël ». Mais en réalité, Donald Trump veut sauver Netanyahou. Et en l'occurrence, Donald Trump a sauvé Israël parce qu'il y voit actuellement un intérêt.